Je suis assis ici, face à vous, et je me pose la même question depuis des années. Si nous sommes les maîtres de nos vies, pourquoi ressentons-nous si souvent les chaînes d'une prison invisible? J'ai longtemps cherché des coupables extérieurs, le destin, la chance, les autres, mais la vérité, je l'ai trouvée en moi. Ce n'est pas une force mystique, c'est un mécanisme que nous avons nous-mêmes construit, une histoire intérieure que nous répétons inlassablement. Et ce récit, mes amis, est peut-être la seule chose qui vous empêche d'atteindre la plénitude à laquelle vous aspirez. Bonjour à toutes et à tous, mes chères âmes en quête de sens. J'espère sincèrement que cette vidéo vous trouve en pleine santé et que la sérénité illumine votre chemin. Si ce type de contenu introspectif résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire, d'où est-ce que vous regardez cette vidéo aujourd'hui? J'aime tant lire vos témoignages. Si je vous disais qu'une force psychologique, omniprésente et silencieuse, contrôle l'orientation de votre vie, non pas contre votre volonté, mais par l'intermédiaire de votre volonté même, que répondriez-vous? Nous aimons à penser que nous sommes des êtres de libre arbitre, des navigateurs conscients de notre propre destin. Pourtant, la vérité est plus subtile, plus insidieuse. Nous sommes, pour la plupart, prisonniers d'une tyrannie que nous avons nous-mêmes érigée, celle de l'identité narrative. Imaginez que votre conscience soit à la fois le détenu et le gardien de la prison. Cette prison n'a pas de mur en béton, elle est faite d'histoire, d'un récit inébranlable que nous avons construit sur la base de nos expériences passées, de nos échecs marquants et des jugements que d'autres ont portés sur nous il y a des décennies. Ce récit agit comme un logiciel de filtrage, déterminant non seulement ce que nous ferons demain, mais surtout ce que nous pouvons faire demain. C'est la plus subtile des tyrannies, car elle ne vient pas d'un dictateur externe, mais du murmure constant de notre propre voix intérieure. Une voix qui, par souci de cohérence psychologique, nous force à rester fidèles à un personnage que nous avons incarné. Pensez-y, nous confondons constamment ce que nous avons fait avec ce que nous sommes. L'échec d'hier n'était qu'une action, une circonstance, un événement. Nous, cependant, le transformons en une essence, une vérité fondamentale et immuable sur notre valeur intrinsèque. Si vous avez raté un examen crucial il y a 10 ans, votre récit intérieur ne dit pas « j'ai raté cet examen », il dit « je suis le genre de personne qui rate les examens quand la pression est forte ». Ce glissement sémantique, cette confusion entre l'événement et l'identité est le phénomène psychologique qui sabote notre potentiel. Il nous enferme dans le rôle de l'archétype que nous avons construit pour nous-mêmes. Et comme le notait déjà Marc Aurèle il y a près de 2000 ans, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous dérangent, mais le jugement que nous portons sur elles. Les stoïciens le savaient intuitivement, l'événement est neutre. Notre récit, le jugement que nous collons à cet événement, lui confère son pouvoir destructeur ou constructif. J'ai vu cette dynamique à l'œuvre chez une amie, une femme d'une intelligence rare, dotée d'un talent exceptionnel dans son domaine. Pourtant, à chaque fois qu'elle frôlait le succès éclatant, une promotion majeure, la signature d'un contrat déterminant, l'achèvement d'un projet personnel audacieux, elle trouvait, sans faute, un moyen inconscient de tout saboter. Un oubli crucial, une erreur de communication inexplicable ou une autodéfiance soudaine qui la paralysait. Pourquoi une personne s'infligerait-elle de telles souffrances? Parce que le succès imminent menaçait de démolir son récit matriciel. Son histoire, forgée dans l'adolescence par des déceptions académiques et des critiques familiales, lui soufflait qu'elle était l'éternelle personne qui essaie, qui approche du but, mais n'y arrive jamais vraiment. Ce récit, bien que douloureux, était devenu sa zone de confort psychologique. Il lui offrait une structure, une explication universelle de ses malheurs, une stabilité. Le succès réel, le fait de franchir la ligne d'arrivée, aurait créé une dissonance cognitive insupportable. Cela aurait invalidé son identité de personne qui lutte. Et pour notre psyché, l'incertitude d'une nouvelle identité, celle de la personne qui réussit et qui doit maintenant maintenir ce succès, est souvent plus terrifiante que la douleur familière de l'échec. C'est l'inertie psychique, la tendance à rester dans un état préexistant, même si cet état nous est préjudiciable. Nous préférons la certitude de notre misère à l'incertitude de notre potentiel. Cette inertie tire sa force des cicatrices d'enfance. Les étiquettes que l'on nous a posées jeunes, l'enfant maladroit, le rêveur irréaliste, le petit anxieux,
la personne sensible, ne s'effacent jamais complètement. Elles sont intégrées, souvent à l'insu de notre conscience adulte, dans la charpente de notre identité narrative. Ces vieilles douleurs, ces jugements oubliés, se manifestent alors dans nos choix d'adultes, nous tirant inexorablement vers un passé que nous avons fini par croire inévitable. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes, ou plutôt tel que notre récit nous dicte de le voir. Si notre histoire stipule que nous sommes malchanceux en amour, nous filtrerons inconsciemment les preuves de toute relation saine et ne retiendrons que les cas qui confirment le réquisitoire. Si notre récit affirme que nous ne sommes pas dignes de l'abondance financière, nous trouverons des raisons irrationnelles de dépenser l'argent dès qu'il arrive, afin de rétablir l'équilibre narratif de la pénurie. C'est un cercle vicieux implacable. Notre passé dicte notre récit dicte nos perceptions dictent nos actions, et nos actions confirment le passé. Nous passons nos vies à chercher des preuves pour soutenir l'hypothèse que nous avons formulée sur nous-mêmes lorsque nous avions 8 ans ou 15 ans. Et tant que cette hypothèse n'est pas remise en cause, nous continuerons à marcher sur le tapis roulant de l'échec prévisible. La question n'est donc pas de savoir ce qui nous retient dans la vie, mais de savoir quelle histoire nous raconte le plus fidèlement pourquoi nous devons être retenus. Notre plus grande peur n'est pas l'échec, mais la violation de ce contrat de cohérence que nous avons signé avec notre propre fantôme narratif. L'illusion du moi est cette fiction que nous forgeons pour donner un sens à un chaos d'événements. Mais une fois cette fiction écrite, elle devient notre destin, à moins que nous ne prenions conscience du stylo que nous tenons toujours. Il est temps d'identifier les chaînes de cette prison. Il est temps d'interroger la validité du gardien. Car la première étape pour reprendre le contrôle de notre vie n'est pas de changer nos actions, mais de démanteler le récit qui les justifie. Nous avons passé en revue la structure de la cage invisible, ce récit autolimitant, cet écho de nos peurs et de nos jugements passés qui dicte sans appel la trajectoire de notre présent. Si l'identification de cette prison est le premier pas vers la conscience, la véritable libération exige un acte de volonté radicale, l'évasion. Comment sortons-nous de cette boucle de narration interne qui nous maintient dans une posture défensive, ou pire, dans l'inertie? Je suis convaincu que la clé de cette évasion ne réside pas dans une lutte frontale contre nos pensées, mais dans une distinction philosophique fondamentale, vieille de 2 millénaires, celle que Marc Aurèle appelait la dichotomie du contrôle. C'est le socle du stoïcisme, distinguer, avec une clarté impitoyable, ce qui dépend entièrement de nous et ce qui n'en dépend pas. Nous ne contrôlons pas l'événement extérieur. Nous ne contrôlons pas l'opinion qu'autrui se fait de notre travail. Nous ne contrôlons pas la pensée initiale qui surgit dans notre esprit, ce vieux disque rayé qui se lance automatiquement le matin. Mais nous contrôlons absolument la valeur que nous accordons à cet événement, l'assentiment que nous donnons à cette opinion et surtout la réponse que nous choisissons d'apporter à cette pensée. La peur, l'autosabotage, la procrastination ne sont pas des faits incontestables de votre personnalité. Ce sont des réponses conditionnées, des habitudes neurologiques confortables que l'on a laissées s'installer. Et l'habitude, par définition, est modifiable. La première étape pratique pour réécrire l'écho intérieur est de se séparer de celui que j'appelle le narrateur intérieur. Ce narrateur est l'avatar de votre passé. Il est le porte-parole de toutes les déceptions, de toutes les critiques reçues, et il ne s'intéresse qu'à la survie de votre identité actuelle, même si cette identité est source de souffrance. Le piège psychologique le plus subtil est l'identification. Nous ne faisons pas que penser que nous sommes incapables. Nous sommes cette incapacité. Nous fusionnons avec le récit. Le travail initial consiste donc à créer une distance, à introduire un espace entre vous, l'observateur, et le contenu de la pensée. Adoptez cette méthode simple. Chaque matin, ou dès qu'une pensée limitante surgit, observez-la sans y attacher d'énergie émotionnelle. Regardez-la comme vous regarderiez des nuages passer dans le ciel. Ce nuage dit « tu n'es pas assez bon ». Ne le combattez pas, ne le justifiez pas. Notez simplement « ah, c'est le nuage de l'insuffisance qui passe ». C'est le passage fondamental de l'identification à l'observation. Cette simple discipline d'observation nous révèle une vérité libératrice. La pensée n'est pas un fait, c'est un événement mental. Et si je peux l'observer, cela signifie que je ne suis pas elle. Je suis la conscience qui l'accueille et qui décide, ou non, de la laisser prendre les commandes.
Mais l'observation seule est insuffisante pour la réinvention radicale. Elle nous offre la liberté de choix, mais il faut encore choisir. Et c'est ici que commence l'exercice de courage le plus exigeant de la vie adulte. Nous devons affronter l'écho de nos peurs, non pas en le combattant, mais en le réécrivant activement. La réinvention n'est pas un processus passif où nous attendons que l'inspiration frappe. C'est un acte de construction délibéré, un choix conscient de se comporter non pas comme la personne que vous étiez hier, figée dans ses routines sécurisantes, mais comme l'architecte de la personne que vous aspirez à être demain. Cela signifie que dans chaque situation où l'ancien récit se réactive, face à une opportunité professionnelle qui génère de l'anxiété, face à la nécessité de poser des limites claires dans une relation, face à l'appel de la procrastination, vous devez délibérément vous demander « Que ferait la version de moi qui a déjà accompli ce que je désire ?» Si votre narrateur intérieur vous crie que vous n'êtes pas prêt, l'architecte doit répondre par l'action. L'architecte de votre futur n'a pas le temps de débattre avec les fantômes du passé. Il agit. Il envoie l'email difficile, il s'inscrit au cours qui l'intimide, il maintient la limite qu'il s'est fixée. Ce choix radical est souvent douloureux, car il provoque une crise d'identité. Le moi que vous avez été est confortable, prévisible, même dans sa misère. Il est connu de vos amis, de votre famille et surtout de vous-même. Lorsque vous commencez à agir d'une manière qui contredit ce récit familier, vous ressentez une résistance interne massive, un sentiment de fraude, d'imposture. C'est votre cerveau qui lutte pour maintenir l'homéostasie narrative. Mais cette sensation de fausseté est la preuve même que le changement est en cours. Vous n'êtes pas un imposteur, vous êtes un pionnier. Vous êtes en train de forger une nouvelle identité qui n'a pas encore de fondation solide. C'est le moment de tenir ferme, d'accepter l'inconfort comme le prix de l'évolution. La réinvention exige une double approche paradoxale, mais essentielle à la croissance durable. Premièrement, nous devons faire preuve de douceur et de compassion pour l'ancien moi. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais de réalisme. L'ancien moi a fait de son mieux avec les outils et les blessures qu'il possédait. Il est le produit des circonstances et des systèmes de croyances. Le dénigrer ou le haïr, c'est simplement s'enchaîner davantage à lui. On ne construit pas l'avenir sur la haine du passé, on le construit sur le pardon et la compréhension. Accorder de la compassion à l'ancien moi permet de le relâcher. On dit « Merci pour la leçon, j'ai survécu. Maintenant, nous passons à autre chose. » Deuxièmement, et c'est ici que la douceur doit s'équilibrer, nous devons exiger la discipline du nouveau. La compassion sans discipline n'est que de l'auto-indulgence. La discipline est la preuve tangible, répétée, que vous prenez au sérieux le rôle d'architecte de votre propre vie. La discipline est le rituel quotidien qui ancre la nouvelle identité dans la réalité. C'est la petite victoire que vous remportez sur l'inertie. Se lever à l'heure, écrire la première page quand l'inspiration manque, aller à l'entraînement quand le corps proteste. Chacun de ces actes est un vote que vous donnez à la personne que vous voulez devenir. Le véritable changement, la libération durable de l'écho limitant, arrive lorsque nous acceptons ce paradoxe. Une main offre la compréhension et l'acceptation à ce qui a été, tandis que l'autre tient fermement le gouvernail et exige que nous nous comportions conformément à notre plus haute vision de nous-mêmes. C'est dans cet équilibre entre l'acceptation de notre humanité et l'exigence de notre potentiel que réside la liberté de se réinventer. La cage n'est pas scellée de l'extérieur, elle est maintenue par notre propre main. Et si nous avons le pouvoir de la maintenir, nous avons aussi la force radicale de choisir de l'ouvrir. Il suffit de réécrire le script, action par action, jour après jour. Souvenez-vous, l'histoire que vous vous racontez n'est pas gravée dans le marbre, elle est écrite au crayon. Il est toujours temps de prendre la gomme, de choisir un nouveau stylo et de commencer à rédiger le chapitre où vous devenez l'architecte, non la victime, de votre propre existence. Cultivez la sérénité. À bientôt pour une autre introspection.